Bonjour Laure, Bonjour. comment ça va? Très bien, pleine forme. Premier vol hier, comment ça s'est passé? Pas trop mal. C'était un vol plutôt satisfaisant pour un vol du soir, avec des conditions plutôt favorables pour le vol, avec des axes de vol avec de la manœuvrabilité, donc intéressant pour aller sur les cibles. Donc, bien. Très bien, championne de France 2015. Allez, si on se replonge un peu dans le passé, qu'est-ce qui avait fait la différence cette année? Et puis après, on essaiera de parler du présent et ce à quoi on doit s'attendre cette année. En 2015, je crois que c'est effectivement une succession de réussites sur les vols accumulés. Alors il y a eu 3 vols pendant ce championnat-là, donc effectivement aucune erreur qui m'a permis de gagner le championnat de 2015. Et depuis, très souvent dans le haut du classement, comment vous l'expliquez? Effectivement, c'est toujours la régularité qui paye en championnat de France. Dès lors qu'on fait une petite erreur, ça peut coûter très cher effectivement au classement national, comme l'année dernière effectivement, où suite à une erreur sur le dernier vol, je pense que je perds le podium sur cette erreur-là. Et alors cette année, plutôt confiante? Je suis confiante, faut l'être à tous les vols pour s'engager effectivement dans la compétition. Mais il y a un très haut niveau au niveau français, donc on verra à la fin du championnat. On commence à comprendre comment ça fonctionne, une montgolfière, les questions de sécurité, etc. Mais au niveau réellement de la compétition, comment on aborde les épreuves? Elles nous arrivent quelques minutes avant de décoller. Et comment on va adapter sa stratégie en fonction de ce qui nous est demandé à faire? Le tout, c'est d'être très concentré pour ne pas faire d'erreur pendant le vol et d'aborder les épreuves les unes après les autres. Une fois qu'on a passé une épreuve, il faut tout de suite se concentrer sur la suivante, même si on n'a pas forcément très bien réussi l'épreuve précédente, il faut tout de suite se concentrer sur la suivante parce que tous les points accumulés compteront à la fin du classement. Donc il est vraiment essentiel de rester concentré à partir du briefing jusqu'à la fin du vol pour ni faire d'erreur de pilotage, ni faire d'erreur technique. Parce que quand vous parlez d'erreur, il y a des pénalités, j'imagine, qui viennent en face? Il y a d'une part effectivement des pénalités qui peuvent venir rentrer en ligne de compte dans le classement, comme si on utilise par exemple le mauvais marqueur ou la mauvaise déclaration du point de compétition de la cible, ou ça peut être effectivement des erreurs de pilotage qui là peuvent coûter des points du fait d'un résultat moins bon que ce qu'on espérait. Et qu'est-ce qui fait le plus peur, entre guillemets? Qu'est-ce qui demande le plus de concentration? Le plus de concentration, c'est pour approcher la cible. Si je prends l'exemple du vol d'hier soir, il y avait du vent moyen, mais les vols du soir, les vents au sol sont relativement changeants. Donc si on approche la cible trop par le sol, on risque d'avoir, comme ça a été le cas pour moi en tout cas sur la deuxième épreuve d'hier, un changement de vent inattendu qui fait qu'on loupe la cible. Alors que sur un vol du soir, moi je pense en tout cas qu'il faut mieux rester à une certaine hauteur, quitte à être moins précis sur le lancer, mais au moins avoir un vent stable sur l'approche de la cible. Donc s'il fallait choisir une épreuve, quelle est la vôtre? Moi j'aime bien les épreuves déjà avec une cible physique et celles où il faut lancer précisément, donc par exemple la Gordon Bennett où il y a des aires de marquage dans lesquelles il faut lancer le marqueur le plus près possible de la cible mais pas sur la cible. Et ensuite, le but, c'est de s'en rapprocher le plus possible pour marquer des points. On imagine comme aux fléchettes qu'au centre, c'est le plus grosse quantité de points à récupérer et puis ensuite un peu moins. Alors sur la Gordon Bennett, c'est d'être dans l'aire de marquage qui a été dessinée au sol par l'équipe de mesure où il faut être effectivement dans cette aire de marquage. Donc il faut être très précis d'une part sur le pilotage et d'autre part sur le lancer. Donc il y a de l'adrénaline quand on arrive sur la cible et ça, c'est vraiment rigolo. Et comment on envisage alors, puisqu'on l'a vu hier par exemple au décollage, on a des montgolfières qui restent assez bas finalement et d'autres qui vont très très haut et qui ensuite vont, j'imagine, à l'étape d'après. Pourquoi ces choix? Quelles sont les stratégies à aborder? Alors d'une part, il y a la question du temps, parce qu'on a des horaires à respecter sur les cibles. Donc il faut prendre en compte quand on aborde les épreuves, tous les horaires à respecter par avance, avec la vitesse du vent à prendre en considération. Et d'autre part, en fonction de l'altitude, on va avoir des vents différents. Donc par exemple, hier soir, on pensait aborder la première épreuve par le sol en prenant de la droite. Or, en fait, la droite était en altitude. Donc, très rapidement, la plupart des ballons sont montés chercher le vent plutôt on va dire du 90-100 degrés pour naviguer vers la première cible et ensuite redescendre sur cette première cible ou retrouver 60 degrés au sol. C'est finalement très technique, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de gouvernail, donc c'est beaucoup de travail avec les vents, on les a un peu en amont, mais en même temps c'est la météo, ça peut aussi changer, donc Exactement. finalement c'est comment on dose? Beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail pendant aussi, j'imagine? C'est ça, en amont on analyse surtout le vent météo, les tendances et pendant le vol on observe l'évolution des vents. C'est-à-dire qu'on va regarder les indicateurs évidemment des autres ballons, mais aussi les indicateurs au sol. Quand on voit de la fumée dans une vallée, on regarde sa direction, comment elle évolue, si ça change. Et puis on a aussi nos équipes au sol qui nous donnent des indications d'évolution des vents régulièrement au cours du vol.
Par rapport aussi à des données qui sont météorologiques? Oui, par rapport à simplement l'évolution du vent, la direction et la vitesse. Et donc on le disait, il y a un score à avoir, il y a des scores par étape, il y a aussi une compétition à respecter sur toute une semaine. Les pénalités, comment elles interviennent? Elles peuvent intervenir à chaque épreuve, c'est-à-dire que par exemple, si on se trompe de marqueur, on ne lance pas le marqueur de la bonne couleur, on peut avoir 25 points de pénalité sur l'épreuve donnée. Si par exemple on monte ou on descend trop vite à côté d'un autre ballon, ce qui est considéré comme pilotage dangereux ou à risque, là aussi on peut avoir des points de pénalité qui viennent se retirer finalement de notre résultat durant l'épreuve courue. Donc au fur et à mesure des vols, l'objectif c'est d'engendrer le moins de pénalités possible pour éviter de pénaliser notre score final. Si on parle maintenant instrument de bord, ce qui vous sert à vous diriger, on a parlé des talkie-walkie aussi avec l'équipe qui est au sol. Là, vous avez une tablette avec vous. Concrètement, à quoi sert-elle avant et pendant le vol? Alors avant le vol, elle me permet de repérer les cibles qui ont été positionnées par l'organisation dans la feuille d'épreuve que l'on reçoit lors du briefing. Donc elle me permet de préparer le vol avec notamment de positionner les cibles, mais aussi de mettre les distances à respecter entre chaque cible par exemple, ou comme hier soir, de positionner une cible que moi-même je dois déclarer avant ou pendant le vol. Donc, ça me permet de préparer avant le vol et pendant le vol, ça enregistre mes données de vol et me permet de suivre ma trace pour naviguer en fait avec les vents. Ça enregistre par ailleurs les données de vent et d'altitude que je vais avoir au fur et à mesure du vol. Et après, on a d'autres instruments, un GPS. Exactement, donc j'ai un GPS qui est relié à cette tablette pour me permettre d'enregistrer ces données. J'ai également un altimètre qui est un instrument obligatoire à bord lors de tous les vols. J'ai également donc une radio qui nous permet d'assurer la sécurité entre tous les ballons. De savoir par exemple si on peut monter, si l'espace est libre au-dessus de nous, on va demander au ballon à côté s'il n'y a personne au-dessus pour pouvoir monter plus ou moins rapidement. On a une petite radio en contact avec notre équipe au sol, donc pour avoir des informations durant le vol. Et un autre instrument, c'est vos yeux. Ils sont heureusement toujours là, indispensables. Mais avec un ballon aussi gros au-dessus, on imagine que parfois on ne peut pas tout voir, notamment ce que vous disiez, un ballon qui serait au-dessus, exactement au même endroit. Voilà, alors l'objectif, bien évidemment, on a beaucoup d'instruments, mais c'est quand même de garder la tête en dehors de la nacelle, bien évidemment d'observer ce qui se passe dehors. Et puis moi à bord, j'ai également une navigatrice qui vole avec moi, qui me permet aussi d'avoir une paire d'yeux en plus pour assurer cette sécurité-là. Et comme je le disais, d'avoir les contacts radio pour toujours être en sécurité dans nos déplacements. Est-ce qu'on a une crainte quand on monte dans un ballon? J'imagine que quand c'est une première, je vais peut-être avoir l'occasion personnellement de le faire pour la première fois cette semaine, c'est vrai qu'on peut avoir une appréhension de se dire ça monte vite, c'est pas sécurisé dans l'esprit qu'on en a par rapport à un avion, on est attaché, enfin, c'est quand même différent. Est-ce que quand on est professionnel, est-ce que quand on fait ça souvent, on a quand même parfois une appréhension de se dire finalement oui, un coup de vent, une ligne électrique qu'on n'aurait pas vue, est-ce qu'il y a cette appréhension? Comment on fait pour la mesurer et la... Le tout, c'est de la contrôler, mais effectivement, pour moi, elle est toujours présente et quelque part, heureusement, c'est ce qui assure aussi notre sécurité, une certaine vigilance face à un potentiel danger et qui permet de l'éviter. En l'occurrence, vous citiez les lignes électriques, c'est ce qu'il y a de plus, en tout cas à mon sens, qui peut être le plus dangereux lors du vol, lors d'une phase de décollage ou surtout d'atterrissage. Donc par exemple, moi je demande toujours à ma navigatrice quand on va atterrir, est-ce que tu vois une ligne lorsqu'on approche le sol ou même lorsqu'on est au ras des arbres pour approcher une cible. C'est là où il faut être extrêmement vigilant, notamment par rapport aux lignes électriques. On sait que une montgolfière, c'est composé d'une nacelle, de brûleurs et d'un ballon. Vous, je crois que votre ballon, il est tout neuf? Oui, il est tout neuf, un ballon sponsorisé par la MGEN, un racer, donc un ballon de compétition. D'accord, et alors quand on choisit un ballon, on le fait construire ou alors quand on passe par un sponsor, il y a, j'imagine, une recherche de sponsor aussi. Pour vous, c'est la MGEN, comment ça se passe? Il y a une recherche de sponsor, une rencontre finalement avec des personnes qui vont être sensibles à cette pratique de l'aérostation, à l'image que ça peut aussi renvoyer pour l'entreprise en question. Et puis ensuite, on fait appel à des constructeurs. Donc en l'occurrence, j'ai fait appel à la société Chaise, les ballons Chaise, qui construisent à Annonay, pour construire mon enveloppe de compétition dont je suis très satisfaite. Et là, on discute, on essaie de trouver, parce que j'imagine que du coup le sponsor veut sa marque sur le ballon, mais est-ce que c'est ensemble que vous construisez le ballon dans le design aussi? C'est ça, exactement. Ils ont leur charte graphique à respecter, donc à partir de leur charte graphique, le constructeur va nous faire des propositions de maquettes pour définir, on va dire, l'image qui paraîtra le mieux dans le ciel et sera la plus visible possible. Et dans une compétition comme celle-ci, mais j'imagine que vous en faites d'autres tout au long de l'année, c'est, j'imagine, une fierté aussi d'être aux couleurs de l'entreprise qui vous sponsorise. Est-ce qu'il y a un échange tout au long de l'année? Ils s'intéressent aussi à vos résultats? Tout à fait. Là, régulièrement, on se rencontre. Dernièrement, lors de l'Assemblée Générale, j'ai pu gonfler la montgolfière aussi pour faire
participer l'ensemble des adhérents, en tout cas des agences de la MGEN on va dire au projet de la montgolfière et donc de la compétition. Et donc régulièrement, durant l'année, on va communiquer avec la MGEN sur cet axe-là.